Eh oui, bravo! Vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est toujours Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, ensemble, en toute délicatesse, on va tenter de rentrer dans la tête des membres du gouvernement provincial actuel. Oui, on va rentrer dans la tête des principaux ministres actuels pour comprendre ce qu'ils pensent vraiment du cannabis. Comment on va faire ça? Non, pas de magie ou de contrôle télépathique à distance. Ça serait trop facile. On va plutôt examiner 2 documents produits par le gouvernement québécois qui ont été diffusés la semaine passée. Le premier document est intitulé « Programme de recherche sur l'usage du cannabis à des fins non médicales. Prévention et réduction des méfaits. Action concertée thématique. » Mon raisonnement est simple. En déterminant des balises de recherche, le gouvernement actuel nous informe de ce qui l'inquiète. Et ce qui inquiète, de façon générale, générique, mais c'est toujours un frein. On va y revenir. Le deuxième document qui a attiré mon attention est le Rapport de mise en œuvre 2018-2021 sur la loi encadrant le cannabis. Tout ça en lettres majuscules. Il y a un média anglais qui a affirmé, la semaine passée, que le gouvernement semblait se flatter la bédaine avec ce document. Ce n'est pas une erreur d'affirmer que ce deuxième document célèbre avec peu de retenue des résultats qui sont par ailleurs contestés par l'industrie du cannabis et les consommateurs-consommatrices. On va voir ensemble de quoi il en retourne réellement. Donc, on commence par la recherche que le gouvernement de la CAQ s'apprête à financer. Dans un communiqué largement diffusé, voici comment on présente cette action gouvernementale. Et là, je cite. Le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, le FRQSC, le Fonds de recherche du Québec Santé, FRQS, et leurs partenaires, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le MSSS, ces 3 groupes-là, donc, invitent la communauté scientifique à répondre à cet appel de propositions visant à améliorer les connaissances sur la prévention et la réduction des méfaits associés à la consommation du cannabis à des fins non médicales au Québec. Ouf! Les résultats de ces projets de recherche financés par le gouvernement québécois devrait produire 3 effets. 1. Il devrait améliorer les connaissances quant aux effets du cannabis sur l'état de santé de la population québécoise. 2. Il devrait soutenir les résultats de ces projets de recherche. Il devrait donc soutenir l'élaboration de politiques publiques visant une protection de la santé de la population du Québec. Et troisièmement, les résultats des projets de recherche financés devrait outiller le milieu de l'intervention afin d'améliorer les actions en prévention et en réduction des méfaits reliés à l'usage du cannabis à des fins non médicales au Québec. Bon. Le document en question précise ensuite la date limite pour soumettre une lettre d'intention qui est obligatoire, et cette date limite est le 12 janvier 2022 à 16 heures. Et la date limite pour la demande de financement est le 13 avril 2022 à 16 heures également. La personne responsable est un monsieur Marc Bélanger. Avant d'aller plus loin, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot, qu'est-ce que je fais? Une seconde. Et MJ? Ouais. Moi aussi. Mon habituel, s'il te plaît. OK. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Le contexte. Donc, le contexte de l'appel de proposition des projets de recherche est simple. C'est qu'en 2019, le gouvernement provincial a organisé le Forum international de santé publique sur le cannabis. Il y a un lien pour les curieuses dans les notes de l'épisode. Eh bien, ce forum aurait mis à jour des besoins de connaissances prioritaires.
Alors le ministère de la Santé et des Services sociaux, le MSSS, va utiliser ce concours pour, écoutez comme c'est bien dit, pour convoquer des expertises provenant à la fois des secteurs couverts par le fonds FRQS et le fonds FRQSC. Le but ultime du programme de recherche proposé me semble clair. Il vise à améliorer les connaissances sur la consommation de cannabis à des fins non médicales dans une perspective de prévention et de réduction des méfaits. On ne tente absolument pas de comprendre les bienfaits du cannabis. Ici, le gouvernement ne s'intéresse qu'à la dangerosité du cannabis. Aucunement ses bienfaits. C'est la vie, c'est comme ça. Y aura-t-il un autre appel pour la recherche sur les bienfaits du cannabis? Peut-être. Et personne ne retient son souffle. Le document d'appel de proposition offre 2 axes de travail. L'axe 1 consiste à connaître les dynamiques de consommation des personnes qui consomment régulièrement du cannabis. L'axe 2, lui, est intitulé « Prévenir et réduire les méfaits associés à la consommation du cannabis ». On ne peut pas être plus clair. Chacun des 2 axes propose une série de questions auxquelles les projets devront absolument tenter de répondre. Alors, regardons maintenant les détails de ces questions. Juste une seconde. Merci, MG. Ce sera pas long. Alors, d'abord, pour l'axe 1 qui s'intéresse à la consommation des consommateurs fréquents de cannabis, voici les 5 questions incontournables. 1. Comment se caractérise la consommation régulière de cannabis à des fins non médicales dans les groupes priorisés dans le cadre du présent concours, tels que présentés dans la section des besoins transversaux? On va y revenir à ces groupes priorisés plus tard. 2. Selon les personnes qui consomment régulièrement du cannabis, quelles sont les raisons de leur consommation? 3. Quels sont les effets de la consommation régulière de cannabis sur les différentes sphères de la vie de ces personnes? Le travail, les relations interpersonnelles, l'école, etc. 4e question. Quels sont les facteurs déterminant le choix quant à la source d'approvisionnement en cannabis? Et finalement, 5e question. Pour l'axe 1, comment la consommation régulière de cannabis s'articule-t-elle avec la consommation d'autres substances psychoactives? Pas de surprise. Pas très compliqué. OK. Maintenant, pour l'axe 2, qui vise la prévention et la réduction des méfaits causés par le cannabis, les chercheurs doivent obligatoirement répondre à une des 5 questions suivantes. Et on peut penser que ceux qui répondront à plusieurs questions en même temps verront leurs chances augmenter. Peut-être. 1. Quelles seraient les interventions de santé publique et les stratégies de communication novatrices en prévention et réduction des méfaits associés à la consommation de cannabis auprès de différentes populations cibles? Personnes âgées, femmes enceintes, personnes qui consomment quotidiennement, ne fréquentant pas de milieu scolaire ou la SQDC, etc. 2e question. Quels sont les liens entre normes sociales, habitudes de consommation et stigmatisation associées au cannabis? 3. Quels sont les effets des politiques publiques sur la réduction des méfaits associés à la consommation de cannabis à des fins non médicales? 4. Quels sont les facteurs environnementaux, milieux de vie, sociaux, politiques, physiques, contribuant à l'initiation de la consommation de cannabis chez les adolescents et adolescentes? Et finalement, 5e question, quelle est l'influence de la perception du risque sur les habitudes de consommation et sur la norme sociale entourant la consommation du cannabis? Vous en pensez quoi de ces questions? Personnellement, à première vue, moi, je serais un géant canadien du cannabis. C'est sûr que je participerais à cette étude, à cette recherche, car les réponses qu'elles pourraient apporter valent leur pesant d'or, autant dans une perspective commerciale que dans l'application d'une série d'actions par l'État. Et en plus, c'est le gouvernement qui avancerait les sous. Bon, pensez que ça s'arrête là? Pas du tout. On revient à la précision que je vous ai promise plus tôt. Le document précise les besoins transversaux déjà évoqués. Et là, il se passe quelque chose de très, très bien.
Oui, et là, je cite texto. Les projets doivent démontrer de façon explicite comment sera prise en considération l'analyse différenciée selon les sexes, l'ADS, des sujets à l'étude. Une démonstration claire devra être présentée dans l'espace prévu à cet effet dès l'étape du formulaire de lettre d'intention. Donc, afin d'accroître leur pertinence dans le cadre du concours, les projets proposés doivent cibler un ou plusieurs groupes prioritaires parmi les suivants. Les femmes enceintes, les mères qui allaitent, les parents, les adolescents, adolescentes et adultes de 18 à 24 ans, les personnes âgées, les personnes présentant un trouble d'utilisation de substances et ou un trouble de santé mentale et ou un problème de santé physique, les personnes en situation d'itinérance, les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, et finalement, les personnes issues d'une minorité ethno-culturelle. Alors, en plus de cibler des groupes précis habituellement négligés, les projets proposés ne peuvent négliger les inégalités sociales de santé en adoptant, par exemple, une grille d'analyse intersectionnelle. Grille d'analyse intersectionnelle, ça peut être utile. OK. À qui s'adresse ce concours? Aux chercheurs ou chercheuses universitaires principalement. Le document, dans son ensemble, est fascinant à plus d'un égard. On constate facilement qu'il n'y a pas eu d'improvisation car une multitude de détails ont été prévus. Un exemple, les chercheurs ou chercheuses à la retraite doivent fournir une lettre de l'établissement universitaire indiquant qu'ils possédaient, avant leur départ à la retraite, un poste régulier de professeur, qu'ils bénéficieront pour la durée de la subvention d'un local et du soutien logistique nécessaire à la réalisation de leurs activités de recherche et qu'ils continueront, le cas échéant, à former des étudiantes et des étudiants. Une lettre trop peu documentée pourrait entraîner la non-admissibilité de la personne retraitée. Cette lettre doit être jointe dans la section « Autres documents » du formulaire de demande de subvention. Un autre exemple. Les lettres d'intention et les demandes de financement peuvent être rédigées en français ou en anglais. Toutefois, le titre et le résumé du projet doivent être rédigés en français. Est-ce que les montants offerts sont suffisants pour effectuer des recherches de qualité? Je ne sais pas. Mais le montant disponible total est de 2 850 000 $. J'attends des retours de chercheurs pour me prononcer sur les conséquences des budgets prévus. Alors, rapidement, vous en pensez quoi de ce programme de recherche? Si vous avez une opinion à partager, lucprévost@hotmail.com. Vous aimeriez venir en discuter sur TopPot? Écrivez-moi, lucprévost@hotmail.com, nous allons discuter. Personnellement, j'apprécie le focus dans ce projet sur des personnes qui sont habituellement exclues de ce type de recherche. Je trouve ça très louable. Cependant, sans que les deux axes puissent être considérés comme des freins à l'activité d'une industrie qui peine à asseoir sa légitimité, ils représentent adéquatement la frilosité passée et présente du gouvernement actuel. Par contre, les enseignements qui pourraient en être extraits à des fins commerciales sont nombreux. Une bonne compréhension des comportements fait partie du travail fondamental des spécialistes du marketing. De toute façon, les grands joueurs de l'industrie canadienne du cannabis ont déjà des équipes en place dans les grandes universités. Je dois vous avouer qu'il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, la consommation des femmes enceintes. Le sujet est universel et au cœur de discussions qui tournent souvent à la dispute. Je n'ai pas d'opinion. J'attends de comprendre ce que la science dit. J'ai hâte de voir si le sujet sera abordé. Pourquoi? Je me permets de partager un truc que j'ai vu passer ce matin sur LinkedIn. Et là, je cite. Selon le European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addiction, le EMCDDA, les services de santé européens prennent conscience que les femmes qui présentent une consommation problématique de drogue connaissent des difficultés particulières et requièrent des interventions adaptées.
En dépit de cela, les services de prise en charge réservés aux femmes restent extrêmement rares et ce n'est que très récemment que les questions de genre dans le champ des drogues ont été prises en compte. Fin de la citation. OK. On sort de la tête du législateur par une oreille et on rentre par un autre orifice, celui qui vous amuse le plus, pour passer au deuxième document produit par le gouvernement provincial actuel. Le rapport, je l'ai dit, mais je le répète, est intitulé « Rapport de mise en œuvre de la loi encadrant le cannabis ». Que pouvons-nous apprendre dans ces 56 pages? Et si on commençait tout simplement par évaluer le niveau d'appréciation du travail du ministère de la Santé par le ministre de la Santé lui-même, M. Christian Dubé. Là, je cite le document. Le présent rapport est donc une occasion propice pour mettre en évidence les efforts déployés par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ses partenaires afin d'assurer la mise en œuvre et l'application de la loi. De même, le rapport permet de présenter les grands constats depuis l'entrée en vigueur de la loi, avec un L majuscule, ainsi que les perspectives qui nous guideront pour soutenir l'atteinte de nos objectifs au cours des années à venir. À sa lecture, vous remarquerez que les premiers résultats sont encourageants et viennent confirmer le bien-fondé de la loi et du modèle québécois. Fin de la citation. Voilà probablement le genre de flattage de bedaine dont parlait le média anglophone La Gazette de Montréal, si mon souvenir est bon. M. Carman, Lionel, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, est aussi heureux que M. Dubé de son travail. Et là, encore une fois, je le cite, texto. Ainsi, bien que ce premier examen de notre modèle d'encadrement permette d'afficher de la confiance pour la suite, le gouvernement entend demeurer proactif et vigilant au cours des prochaines années afin de préserver la santé et la sécurité des Québécoises et des Québécois. Fin de la citation. La première grande constatation trouvée dans ce rapport, eh bien, la ligne téléphonique mise en place pour recueillir les plaintes des citoyens fonctionne. Les chiffres sont clairs. 391 appels en 2018-2019. 261 appels pour 2019-2020 et seulement 87 appels pour la dernière année fiscale de la SQDC. Pourquoi il y a moins de plaintes? Le rapport affirme que c'est possiblement à cause de la pandémie. La consommation a augmenté dans tous les segments de la population, sauf les 15-17 ans. Voilà des chiffres chantés en refrain par tous les médias québécois. Le gouvernement ne semble pas enclin à vouloir penser que s'il y a moins de plaintes, c'est peut-être parce que l'industrie québécoise du cannabis est responsable. Non. Non. S'il y a moins de plaintes, c'est la faute de la pandémie. C'est comme ça. Et puisque l'on parle des plaintes, comment sont-elles gérées? Le rapport nous donne un accès à des informations rarement divulguées. Là, de nouveau, je tente de citer texto. Malgré le nombre peu élevé de plaintes depuis l'entrée en vigueur de la loi, soit une dizaine dans la dernière année, une grande importance est accordée à la gestion de chacune de ces plaintes. Les plaintes permettent, dans une certaine mesure, d'assurer le respect de la loi et représentent une précieuse source d'informations pour orienter les interventions d'inspection. Lorsque le MSSS reçoit une plainte, celle-ci est traitée en priorité par un inspecteur qui se rend dans la région concernée. Les plaintes sont, dans la mesure du possible, traitées dans les 20 jours de leur réception en conformité avec la déclaration de service aux citoyens du MSSS. Le plaignant est invité à communiquer à nouveau avec le MSSS s'il ne voit pas de changement après 60 jours. Fin de la citation. Alors, le gouvernement se livre à des inspections en utilisant des inspecteurs qui relèvent du MSSS. J'avoue avoir été surpris par le nombre d'inspections effectuées. Oui, 13 729 inspections ont été effectuées entre octobre 2018 et mars 2021. Combien de constats d'infraction ont été délivrés sur les presque 14 000 inspections? Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Alors,
La question était combien de constats d'infraction ont été délivrés sur les 14 000 inspections, ou presque? Eh bien, seulement 28. Dans ces 28 constats d'infraction, on connaît le résultat d'une vingtaine qui donne raison au MSSS dans 85 des cas. Le rapport s'excuse presque de constater un si faible nombre de constats d'infraction. C'est parce qu'on aurait préféré faire de la sensibilisation et plutôt que de punir, on a donné des avis verbaux. C'est bien, c'est peut-être respectueux, mais il y a un côté très dommageable. Oui, c'est dommage car un avis écrit, disons sans conséquence, aurait tout de même permis de comprendre comment étaient ventilées les 13 729 inspections. Pour l'instant, on ne sait rien. Ou le gouvernement sait, mais n'a pas communiqué à ce sujet. Le rapport soutient que les inspecteurs sont intervenus principalement dans des problématiques COVID au cours de la dernière année, donc pas reliées au secteur du cannabis. Cela a eu sans doute aussi un impact sur les poursuites reliées à la restriction de l'usage du cannabis dans certains lieux. Il y a eu, entre autres, 102 visites dans des lieux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, incluant notamment les arénas, les palais de justice ainsi que les théâtres. Là aussi, les infractions constatées sont en baisse. Le M3S, le MSSS, confirme qu'il sait aussi que les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés pour faire la promotion d'accessoires et de services divers qui vont du canatourisme aux repas thématiques. Mais les inspections se concentrent avant tout sur les lieux physiques comme les points de vente de tabac. Je prends la peine de préciser que le rapport a été rédigé par des gens qui connaissent le pouvoir des mots, qui savent faire de la politique avec les mots. Je vous soumets un extrait et écoutez et dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Certains exploitants ou organisateurs d'événements sur le cannabis décident de tenir des activités à des endroits où l'intervention des inspecteurs et des policiers pourrait s'avérer délicate. Fin de la citation. Suave, non? Dans un autre registre, en quelques phrases, le rapport indique un irritant majeur pour le gouvernement. Il concerne probablement le secteur d'activité économique qui va subir le plus de modifications réglementaires au cours des prochains mois. Et là, une nouvelle fois, par souci de précision, je vais citer texto le document. Il existe également des problèmes liés aux différences entre les restrictions de promotion applicables au cannabis médical et au cannabis non médical, soumis non seulement aux règles fédérales, mais aussi à des restrictions provinciales supplémentaires. En effet, dans les situations réelles, la ligne est parfois mince lorsque des questionnements surviennent sur l'application des règles. Les inspecteurs ont constaté que les producteurs de cannabis sont actifs dans ces deux marchés. Il devient parfois difficile de départager sur leur site Web, par exemple, le volet médical du volet non médical. Cela peut rendre ardue l'émission de constats d'infraction et les poursuites. Enfin, il y a également des promoteurs de chanvre industriel, non soumis à la loi, qui font parfois la promotion du cannabis au sens large, ce qui va à l'encontre des objectifs d'encadrement et crée également de la confusion sur les vertus attribuables aux produits. Fin de la citation. Oui, vous et moi, on a tous en tête des acteurs très actifs dans ce secteur de marché. Un gros dossier à suivre. Surtout qu'il est couplé au sujet de la télémédecine. De quoi faire suer plusieurs ordres bien établis. Le rapport est clair et là, je le cite de nouveau. Il devient légitime de questionner jusqu'à quel point un suivi ou un accompagnement médical par un professionnel de la santé est réellement offert à ses patients. Fin de la citation. OK. Et si on discutait un peu du travail de la police? Le rapport nous apprend des choses qu'on ne lit pas dans les journaux. C'est la police qui surveille l'application des lois qui concernent la possession, la culture à des fins personnelles et les restrictions d'usage, de même que le transport du cannabis à des fins commerciales et tout ce qui concerne l'achat et la vente de cannabis. Le gouvernement a créé à cette fin le projet Accès Cannabis. Et l'acronyme Accès veut dire Action concertée pour contrer les économies souterraines. Ces objectifs sont simples et il y en a 4.
Premièrement, le gouvernement veut, avec le projet Accès Cannabis, il veut donc augmenter les risques et les coûts réels ou perçus d'une participation au marché illégal du cannabis. Cela se traduit comment? Et si vous écoutez Top Pot fréquemment, vous savez, ça fait quelques épisodes que j'évoque la stratégie déployée des biens infractionnels. Tu fais pousser 300 plants de pot, pas de problème. On saisit ta maison. C'est l'article 2 du Code criminel. OK, on passe au deuxième objectif du gouvernement, qui, lui, vise à réduire l'accessibilité du cannabis illégal chez les jeunes. Troisième objectif consiste à tenter de perturber la chaîne d'approvisionnement du cannabis illégal. Et finalement, le quatrième et dernier objectif tente de réduire les bénéfices des producteurs des trafiquants illégaux. Le rapport nous apprend que plusieurs centaines d'enquêtes ont lieu chaque année depuis 2018, sans être capables d'apporter beaucoup de précision. C'est toujours ce flou policier, que ce soit au niveau macro ou au niveau micro. Il est difficile de savoir ce que la police fait précisément. Toujours ce même flou policier. C'est une forme d'opacité qui dessert, selon moi, toute la société québécoise. Une plus grande transparence permettrait, entre autres, d'évaluer les parts de marché réellement vampirisées par la SQDC. Pour l'instant, les chiffres claironnés par cette dernière, chiffres repris par toute la presse mondiale maintenant, eh bien, ces chiffres me semblent peu probants. Mais c'est une saga pour une autre fois. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure. Juste une seconde. Hé, MJ! Merci beaucoup. À bientôt. Bye. OK. On va commencer par conclure sur le travail policier. Eh bien, le rapport affirme que les infractions relatives à la possession de cannabis par des mineurs représentent la majorité des infractions commises depuis octobre 2018 et représentaient 75 % du total de ces infractions en 2019 et 54 % en 2020. Donc, là aussi, tout diminue. Oh, il fallait évidemment aussi un paragraphe sur les Autochtones. Juste un petit paragraphe pour parler d'ententes plus souples qui doivent quand même poursuivre les mêmes objectifs que ceux poursuivis par la loi avec un L majuscule. Absolument rien sur la troisième voie des droits acquis qui pourrait normalement et légalement permettre aux Autochtones de fonctionner dans un autre registre. Je ne suis pas surpris une seconde. Tous les gouvernements au Canada traitent les Premières Nations avec la même condescendance. Le rapport se termine par une série de constats qui reprennent chacun des éléments que je vous ai présentés avec parfois des pistes d'amélioration. Je vous donne un exemple qui concerne l'évolution du régime d'accès au cannabis à des fins médicales. Le gouvernement provincial de la CAQ ne cache pas son intention de discuter avec le gouvernement fédéral rapidement pour faire modifier le régime médical tout en se réservant la possibilité de trouver des parades, des solutions au Québec en explorant les outils législatifs qu'il contrôle parfaitement. Évidemment, vous ne serez pas surpris de la conclusion du rapport et je vous lis le dernier paragraphe dans toute sa splendeur. À la lumière des observations et constats évoqués précédemment, il apparaît clair à cette étape-ci que, bien que des améliorations puissent être apportées, la loi encadrant le cannabis, de même que le modèle de vente étatique instauré au Québec, doivent être maintenus dans leurs grands paramètres. Fin de la citation. Eh oui, le gouvernement québécois est fier de son travail. C'est son droit et ce sont ultimement les consommateurs et électrices qui décideront de la suite à donner au dossier du cannabis au Québec. Il serait vraiment présomptueux d'affirmer que le modèle québécois est mauvais. Tout ne peut pas être mauvais, c'est impossible. Mais l'industrie, elle, tarde à se faire entendre. En fait, personne ne sait ce qu'elle fait. J'ai produit un épisode sur le lobbying du cannabis au Québec, l'épisode 33. Le lobbying officiel est la seule activité quantifiable, réelle, de l'industrie du cannabis. Ces gens-là ont accès à minima au même dossier que vous et moi. Qu'attendent-ils pour faire connaître leur opinion suite au constat avancé par le gouvernement provincial?
Je ne sais pas. Peut-être ont-ils des discussions quotidiennes, hebdomadaires avec le gouvernement pour faire propulser une industrie qui, pour l'instant, piétine. Notre courte balade dans les pensées, dans la tête du législateur québécois, nous renseigne presque adéquatement sur le niveau de satisfaction des gens au pouvoir. L'industrie, elle, crève de faim. Les tricheurs perfectionnent leurs stratagèmes. L'arrivée des producteurs québécois à l'SQDC se fait au compte-gouttes. L'endettement semble augmenter partout. Tous les clignotants sont au rouge. Exo, qui revient au Québec, licencie une centaine d'employés et ferme aujourd'hui même 3 sites de production. Mais tout va bien. Le gouvernement provincial du Québec est satisfait de lui-même. La survie de son industrie du cannabis semble lui importer assez peu. Mais pourquoi lui en vouloir? Toute la classe politique québécoise, sans exception, trouve que le cannabis est infréquentable et qu'il pue. C'est comme ça. Et voilà, c'était le 70e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire. lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages très précieux et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.